supprimé la SNAP, c'est une aide alimentaire dont bénéficiaient 42 millions de personnes sur une population d'en gros 340. Voilà, donc c'est absolument pas négligeable. On est vraiment confronté à quelque chose de curieux. C'est très souvent qu'on s'interroge parfois sur le vote des gens et leur intérêt. Mais alors, dans ce cadre-là, on est vraiment quelque chose d'archi-caricatural. De gens qui ont violemment voté contre leurs intérêts. Et voilà, on compte sur vous, Sylvie, pour nous éclairer sur ces choses très bizarres qui vont de la politique à la démence et aller-retour. Merci à vous. Merci beaucoup Dominique, merci pour cette présentation et pour cette invitation. Merci Caroline de la Fondation Zohan, je suis très heureuse d'être là et merci à vous d'être là en si grand nombre. Ça fait toujours chaud au cœur quand on vient de loin, qu'on descend du train, d'avoir l'idée que les gens vous attendent vraiment. Donc double merci en tout cas sérieusement pour ceux qui sont venus. Donc j'ai pensé orienter cette conférence ce soir autour finalement de la question qui m'a été soumise par Dominique Bourg lors de l'invitation, qui est une forme de réflexion sur la démocratie en péril, sur les expériences limites et sur ce qui se passe autour du monde actuellement avec quelque chose qui ressemble à une décadence d'un modèle que l'on pensait pour acquis, solide, indéfectiblement arrimé à nos pratiques collectives. Et il se trouve que je parle des États-Unis, mais je me permettrai de dire que peut-être les États-Unis sont aujourd'hui l'exemple paradigmatique de cette problématique posée par ce cycle de conférences. Non pas que les États-Unis soient exceptionnels ou qu'ils soient davantage méritants de notre sollicitude inquiète que la Hongrie de Viktor Orban ou l'Inde de Modi ou l'Israël de Netanyahou, mais il y a quelque chose de spécifique inéluctablement par rapport aux États-Unis sur cette question de la démocratie en Amérique, et c'est pour cela que je vous invite ce soir à une petite déambulation historique pour comprendre l'ampleur du cataclysme qui se produit actuellement. Pourquoi est-ce que la question de la démocratie aux États-Unis est si spécifique? Parce que, à la différence d'autres pays, la question de la démocratie et du projet démocratique, c'est l'histoire des États-Unis. C'est leur raison d'être depuis leur fondation. Les États-Unis sont, je le défends souvent, le projet d'une consolidation démocratique jamais achevée. C'est un pays qui, depuis la période coloniale, a pour ambition de parachever une ambition démocratique dont ils ont le sentiment parfaitement conscient qu'il n'est pas encore ce qu'il pourrait être. L'histoire commence dès le début du XVIIe siècle avec les premières colonies, mais si l'on prend l'acte de fondation et l'acte de naissance des États-Unis comme nation, c'est 1776. 1776 qui est la grande révolution américaine, et c'est une double révolution. C'est bien sûr celle que l'on connaît de 12 colonies anglaises qui se révoltent contre l'Empire britannique et qui obtiennent leur indépendance et qui rejettent cette espèce de diktat monarchique et qui se proclament nation indépendante. Les États-Unis d'Amérique sont une nation qui n'appartiennent à personne et qui n'obéissent à aucun roi, à aucun empereur. Mais l'autre révolution démocratique, elle se passe en interne. 1776, c'est le début d'un grand processus de démocratisation des anciennes colonies devenues des États des États-Unis. C'est à ce moment-là que le suffrage universel est adopté par de très nombreux États, au nord en particulier, que les lois d'accession à la propriété sont modifiées. Par exemple, le principe de la primogéniture, le fait que dans une famille, c'est le fils aîné qui reçoive l'héritage, qui était hérité évidemment du féodalisme européen. Tout cela est aboli. L'accès aux positions et à la situation électorale est très largement démocratisé. Et donc commence en 1776 la construction patiente, laborieuse, d'une démocratie qui paradoxalement se construit contre l'Europe et avec l'Europe. Contre l'Europe, bien sûr, puisqu'il s'agit d'inventer quelque chose de résolument nouveau qui brise les chaînes de la servitude avec le vieil empire européen, et avec l'Europe, bien sûr, puisque les institutions britanniques seront très largement dupliquées, que toute l'histoire des Lumières européennes est transposée, elle est incarnée par les pères fondateurs américains, de Jefferson à Madison, en passant par Hamilton. Ce sont tous des gens qui sont pétris de cette culture de la République des lettres européennes, et donc rupture
rupture dans la continuité. Ils essayent de dépasser les échecs et les limites de l'expérience démocratique européenne. Et je rappelle que 12 ans avant la Révolution française, les États-Unis se proclament comme le pays de la reconnaissance de l'égalité des citoyens et plus encore de la liberté des hommes. Cela est capturé, incarné par la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, dont le préambule, donc l'ensemble de la déclaration est rédigé par Thomas Jefferson, mais la déclaration est connue pour son préambule et pour son épitaphe, d'une certaine façon. Nous déclarons comme absolument indiscutable que les hommes sont égaux en droit et qu'ils sont dotés par la puissance supérieure d'un droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Nous sommes plus de 12 ans avant la Déclaration universelle des droits de l'homme française. Donc il y a vraiment quelque chose de fondateur. Et pourtant, on pourrait penser qu'une nation jeune, dynamique, qui crée sa structure institutionnelle au moment d'une indépendance serait extrêmement confiante, pour ne pas dire un peu arrogante, quant à sa capacité à donner substance à cet ethos républicain, pour ne pas dire démocratique. Et pourtant, d'emblée, une hantise, un spectre rôde dans les parages de Washington, qui est celui de la chute de la République. Or, il se trouve, hasard de l'histoire, qu'en cette même année 1776, paraît en Grande-Bretagne un ouvrage qui fera grand bruit. C'est le premier tome d'une longue série d'ouvrages qui s'appelle « Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain » par le grand historien britannique Edward Gibbon, qui est un parlementaire qui, de loin, depuis l'Angleterre, d'une certaine façon, s'adresse à l'Angleterre elle-même et qui, au travers de l'histoire de la République romaine, qui progressivement s'étiole, s'affaiblit, se corrompt et qui cède sous les coups de boutoir d'un certain César, qui prend le pouvoir parce qu'il est nommé dictateur, d'abord que les institutions romaines autorisent la dictature pour 10 ans, mais lui reste fait nommer dictateur à vie. Ce fait nommer dictateur à vie plonge son pays dans une guerre civile et la République romaine est définitivement exténuée, elle ne s'en remettra jamais et après une longue période de guerre civile, jamais l'Empire romain ne redeviendra une république. Et cette histoire que raconte Gibbon, elle est lue par les pères fondateurs américains comme évidemment une allégorie maléfique, peut-être quelque chose qu'entre une mise en garde un petit peu divine de ce qu'il advient de ces nations qui, devenues trop puissantes, oublient la vertu de leurs dirigeants, se laissent comme Rome, gagnés par l'arrogance, l'hubris impériale, la conquête par trop étendue, la dissolution des valeurs civiques, la corruption, les inégalités de revenus insupportables qui étaient caractéristiques de l'Empire et de la République romaine des derniers siècles avant Jésus-Christ, une inflation galopante, une apparence de république institutionnelle, avec en effet un Sénat qui se rassemble, des plébéiens qui ont la parole, mais en réalité un pouvoir confisqué par les puissants. Et voilà comment, nous dit Gibbon, et tous les historiens qui réfléchissent à la chute de la République à partir de l'exemple romain, petit à petit, par les marges, la République est laminée, elle est affaiblie, et lorsque les invasions barbares donnent le coup de grâce, eh bien, il suffit du coup de boutoir d'un petit dictateur, et la République disparaît. Et au moment même où les Américains réfléchissent à leur armature institutionnelle, ils ont, dans un arrière-plan de leur conscience démocratique, cette crainte de la chute de l'Empire romain, d'où cette image que j'ai sans aucun scrupule volée au New York Times, mais qui me semble être représentative de cette inquiétude, de cette balafre, de cette cicatrice originelle. Alors que font les Américains pour se prémunir, pour conjurer le spectre de ce nouveau César qui pourrait surgir des antres d'une démocratie fatiguée, ou pire encore, le démagogue venu du peuple qui, utilisant les passions tristes d'une populace égarée, pourrait prendre le pouvoir et renverser l'équilibre républicain. Eh bien, les Américains s'attellent pendant plus de 10 ans à construire une armature institutionnelle qui visera à protéger
cette nouvelle nation des périls de la République romaine. Le travail institutionnel commence dès 1787 par la Constitution des États-Unis, avec l'institution d'une séparation des pouvoirs à la Montesquieu. Là encore, on est beaucoup dans la lignée européenne, avec la distinction entre trois sources de pouvoir: le pouvoir exécutif autour du président des États-Unis, le pouvoir législatif autour d'une chambre double, un Sénat et une Chambre des représentants, et un pouvoir judiciaire, une Cour suprême des États-Unis, les uns et les autres dans un système que les Américains appellent checks and balances, s'assurant que point trop de pouvoir n'échoit à l'une des trois sources de pouvoir. Néanmoins, au moment où l'on discute lors de la Convention constitutionnelle de 1787 de cette Constitution, il est loin du consensus et du fait de rassurer les congressionnels et les gens qui réfléchissent à l'avenir des États-Unis. En réalité, l'ambiance est fiévreuse et il y a des divisions et une hostilité absolument farouche, en particulier entre ceux que l'on appelle les fédéralistes et les antifédéralistes, c'est-à-dire ceux qui sont favorables, alors je ne vais pas parler de jacobinisme, mais enfin disons d'une certaine centralisation du pouvoir à Washington, et ceux qui, dans la lignée de Thomas Jefferson, veulent un pays complètement décentralisé à la Suisse, oserais-je dire, dans lequel il n'y a pas d'autorité centrale, chaque État peut avoir sa législature, son autonomie, et l'on se prémunit de l'émergence d'une espèce de despote qui, depuis Washington, dirait au peuple comment se comporter. Or, il se trouve que parmi les fédéralistes, ceux qui veulent un pouvoir central fort, l'un des pères fondateurs les plus influents de cette époque s'appelle Alexander Hamilton. Hamilton, qui était le secrétaire au Trésor, déjà un économiste du président Washington, se rend un jour dans le palais, parce qu'à ce stade, il faut parler de palais, la demeure qui s'appelle Monticello de Thomas Jefferson en Virginie, et ils se baladent tous les deux dans les allées de cette maison, parce qu'on est républicain, mais enfin néanmoins on a un palais avec des esclaves dans le jardin, et donc il y a toutes sortes de toiles très impressionnantes accrochées sur les murs, et Hamilton dit mais qui sont ces gens, et Jefferson lui dit ce sont les plus grands esprits de l'histoire de l'humanité, la démocratie leur doit tout, nous avons John Locke, Newton et Bacon. Et Hamilton se récrie et lui dit « Mais pas du tout. Le plus grand homme, si vous me demandez, c'est Jules César. » Jefferson, on ne le sait pas, sans doute manque de mourir d'une apoplexie, mais néanmoins, à partir de ce moment-là, Hamilton est qualifié de despote et les fédéralistes sont caricaturés comme les tyrans qui veulent imposer du césarisme aux États-Unis. Et que font les antifédéralistes pour se protéger des Hamiltoniens qui voudraient faire advenir un César tout-puissant? Ils modifie la structure de la Constitution des États-Unis, et c'est un point fondamental à comprendre, en imposant que la Constitution débute par une espèce de profession de foi, d'engagement collectif que l'on appelle la Charte des droits, the Bill of Rights, qui est en effet le résumé que l'on nomme les 10 premiers amendements à la Constitution des États-Unis, visant à définir les droits naturels inaliénable de l'individu américain face au pouvoir. Vous en connaissez quelques-uns. Le premier amendement des États-Unis, la liberté d'expression. Le deuxième amendement, la liberté de porter des armes. Et l'ensemble des 10 amendements sont, si l'on y réfléchit, des amendements qui visent à protéger les citoyens américains de tout outrepassement de ces prérogatives du pouvoir central. Il s'agit de dire d'accord à une constitution, toute fédérale soit-elle, il y a un président des États-Unis, mais néanmoins, cette Bill of Rights garantit qu'il n'est de constitution qu'à la condition que les individus soient protégés de l'émergence d'un César tout-puissant. Et pourtant, y compris cela ne suffit pas. L'article 2 de la Constitution définit de façon très vague, comme souvent la Constitution des États-Unis, c'est pour ça qu'ils l'ont gardée depuis 1787, quand nous, les Français, nous en sommes à la 5e, et peut-être demain à la 6e, parce qu'elle est assez vague, elle est très souple, elle est plastique. Et l'article 2 de la Constitution américaine dit « Le pays sera présidé par un président ». Et on n'en sait pas plus. Et cela suffit pour animer le sens un peu conspirationnel des gens qui, au-delà des antifédéralistes, s'inquiètent. Et un pamphlétaire anonyme qui, cela est assez intéressant, se fait nommer Caton,
comme Caton l'Ancien, encore une référence à la Rome antique, publie un texte qui fait grand bruit, dans lequel il dit « Cette institution d'une présidence de la République », et d'ailleurs c'est intéressant, au moment de la Deuxième République en France, en 1848, quand on choisit l'élection d'un président de la République, il y a cette même inquiétude que déjà il y a une forme de bonapartisme dans l'institution de la présidence. Mais aux États-Unis, ce que dit Caton, c'est si on commence à mettre le doigt dans le fait d'accorder des pouvoirs exécutifs à ce président des États-Unis dont on ne sait pas très bien jusqu'où vont ses pouvoirs. Et il est vrai que l'article 2 ne dit pas combien de temps dure son mandat, ne dit pas quel est l'ensemble de ses prérogatives politiques. Alors, dit-il, nous dit Caton, c'est le début du despotisme, c'est le début du césarisme, et les États-Unis sont condamnés à devenir une Rome finissante. Finalement, les inquiétudes, les rapports de force, les négociations font que la Constitution de 1787 est néanmoins adoptée avec cet équilibre des pouvoirs et donc avec un président des États-Unis, mais l'angoisse est là, la hantise est lancinante. On en trouve quelques exemples dans le fait que si vous tapez sur votre moteur de recherche préféré chute de l'Empire romain, vous tomberez vraisemblablement sur cette œuvre, qui est l'une des 2-3 grandes illustrations de la chute de l'Empire romain. Or, il se trouve que cette toile a été peinte au début des années 1830 par l'un des plus grands peintres américains de l'époque, qui s'appelle Cole, C-O-L-E, qui est un grand peintre de la pastorale américaine, qui a fait un triptyque qui pourrait s'appeler Splendeur et décadence des civilisations, qui s'appelle Le cours de l'Empire. Et donc le premier tableau, c'est l'émergence de l'Empire, le deuxième tableau, c'est la consommation de l'Empire, et là, le dernier, dont vous avez une représentation, c'est la chute, le déclin, la décadence. Et on est en 1830, les États-Unis sont un empire intérieur, comme je l'explique dans Capital et Race, c'est-à-dire qu'ils conquièrent des territoires en interne à mesure qu'ils se constituent, mais la question de l'expansion impériale ne les taraude finalement pas encore. Et pourtant, ce que dit Cole, évidemment, avec l'allégorie de l'Empire romain, c'est gare. Gare aux empires qui s'égarent par trop d'arrogance, d'ambition, de décadence dans la cupidité, la consommation des biens, l'oubli des valeurs morales et des valeurs civiques. Alors l'ironie, c'est que 1830, dans l'histoire des idées, ça n'est pas une période anodine. Au même moment, un petit Français, qui n'est pas petit parce que c'est un aristocrate du nom d'Alexis de Tocqueville, est en train de visiter les États-Unis. Et il est en train d'écrire son livre maître, paru en 1834, qui s'appelle « De la démocratie en Amérique », qui nous dit quoi? Qui nous dit, nous autres, en Europe, nous sommes perdus entre révolution, monarchie, restauration. Nous sommes loin des États-Unis. Parce que, dit-il, dans « De la démocratie américaine », ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est plus que les États-Unis. Ce que j'ai vu, c'est l'esprit de la démocratie elle-même. C'est-à-dire que De la démocratie américaine est un traité sur ce que les Américains ont de si particulier qui font que chez eux, la démocratie est indéfectible. Et il dit aux États-Unis, il y a cette chose unique qui est la passion pour l'égalité. Ce que les États-Unis ont et que nous n'avons pas, c'est cette passion pour l'égalité qui fait qu'un homme, un vote, un homme, une terre. Il n'y a pas de concentration de richesses. Il y a un désir tel pour l'égalité de tous devant la loi que la démocratie, en réalité, est aussi profondément ancrée que la terre et le sel qui constituent cette nation. Ah, peut-être, dit-il, il y a peut-être un risque pour la démocratie américaine. C'est que cette passion pour l'égalité ne se dégrade dans une passion pour la conformité, qu'à force de vouloir être semblable à son voisin, il y ait de la jalousie, de l'envie, et que finalement on perde l'esprit civique, que les associations ne soient plus aussi vigoureuses, qu'on n'ait plus envie d'aller voter, parce que finalement ce qu'on veut, c'est se replier sur notre individualisme et être tous Pierre comme Paul et Paul comme Jacques. C'est-à-dire que ce que dit Tocqueville, avec un sens quand même étonnant de l'aveuglement, avec tout le respect que l'on doit à cette grande œuvre, c'est que finalement, c'est parce qu'ils aiment trop l'égalité que les Américains pourraient perdre la démocratie. En réalité, l'amour de l'égalité a mené au règne des inégalités, et pourtant, il est vrai que la menace du despote a toujours été là. Et lorsque celui qui a été un des plus grands présidents des États-Unis, Abraham Lincoln,
maintient son pays uni lors de la guerre civile, puisqu'il est à la tête des armées du Nord, celui qui, au nom de l'abolition de l'esclavage, refuse que les États du Sud fassent sécession pour instaurer, alors les États sécessionnistes en 1860, ce sont 7 États du sud des États-Unis dans lesquels l'esclavage est le cœur de l'économie politique, décident de se séparer des États-Unis, de former une nouvelle nation qu'ils appellent la Confédération, d'avoir leur propre constitution, leurs propres règles, leur propre monnaie, leur propre drapeau. Et la domination de l'homme blanc sera la règle dans ce pays, mais ils vomissent la déclaration d'indépendance et sa déclaration égalitariste. Lincoln est élu, premier président républicain élu, à l'époque le Parti républicain et le parti anti-esclavagiste, parti progressiste. Et donc, il est à la tête de ce pays pendant la guerre. Donc, pendant la guerre, c'est la loi martiale. C'est cette loi martiale qui lui permet, en 1863, de déclarer l'émancipation des Noirs, 4 millions d'hommes et de femmes qui, désormais, ne vivent plus dans les chaînes, et de battre assez sèchement l'armée du Sud. Et donc, le pays est rassemblé sur des ruines, sur un champ de bataille, mais il est celui qui répare les États-Unis après cette division mortelle. Je rappelle que la guerre de sécession de 1861 à 1865 a fait plus de 800 000 morts, c'est-à-dire plus que les 2 guerres mondiales rassemblées, ainsi que de la guerre du Vietnam. C'est un traumatisme fondateur qui marque de façon indélébile la vie américaine. Et pourtant, parce qu'il a utilisé la loi martiale parce qu'il était en temps de guerre, qu'il a décrété l'abolition de l'esclavage et qu'il l'a fait adopter par le 13e amendement des États-Unis au lendemain de la guerre, Abraham Lincoln est assassiné en 1865 par un sudiste blanc qui a juré sa perte parce que son pays à lui, le sud de la ségrégation, a été écrasé. Et lorsqu'il le tue, alors que Lincoln était au théâtre en train d'assister à une pièce de plusieurs coups de feu à bout portant, il clame « Sic semper tyrannis ». Voici ce qu'il advient des tyrans, qui est la phrase que Brutus a prononcée lorsqu'il a assassiné César. Et donc on se retrouve à nouveau dans cette angoisse du tyran et du César qui va venir voler la souveraineté américaine et imposer cette forme de pouvoir autoritaire qui, au mépris des lois, des coutumes et des convenances, contreviendra fondamentalement à l'esprit des États-Unis. Et pourtant, cette introduction fut longue. À quoi assiste-t-on depuis la réélection de Donald Trump en septembre dernier, si ce n'est très exactement à cette incarnation presque caricaturale, grotesque et comique d'un pouvoir césariste dans sa version la plus outrancière, la plus brutale et la plus violente. Où commencer si je dois faire la longue litanie des violations du droit, des normes et coutumes, de l'éthique et des règles communes de la vie qui ont été piétinées par Donald Trump depuis son élection. Quelques exemples peut-être pour se faire plaisir. On peut parler du fait que cet homme gouverne par décret depuis son élection, qu'il ne respecte pas les décisions du Congrès, ni du Sénat, ni de la Chambre des représentants, qu'il a licencié des dizaines de milliers, de façon illégale, des dizaines de milliers d'employés publics, qu'il a supprimé les agences de régulation, de lutte contre la corruption et d'encadrement des dépenses de campagne, des normes financières, du droit des consommateurs, que les universités ont été soumises à un chantage absolument patent visant à les soudoyer, pour les extorquer, pour que ou elles acceptent de payer ce qu'en Corse on appellerait le pizzo, c'est-à-dire le petit impôt mafieux qu'ils se doivent, sinon leurs fonds publics sont gelés. On sait que la grande université de Columbia a dû céder, c'est-à-dire accepter de donner la liste de tous les étudiants étrangers, supprimer tous les programmes antiracistes, féministes, de défense des programmes de lutte contre le changement climatique, les programmes scientifiques. Ça suppose de donner la liste de tous les professeurs qui auraient pu avoir des engagements auprès du Parti démocrate, de causes politiques progressistes diverses et variées.
Cela a supposé pour l'université d'Harvard de mettre fin à nouveau à tous les programmes de diversité et d'inclusion, de donner des listes, de supprimer les associations étudiantes pro-palestiniennes, mais plus encore de défense des droits des minorités, de supprimer le centre de recherche et d'études du Moyen-Orient, et j'en passe et des meilleurs. Cela a supposé pour l'ensemble des cabinets d'avocats, dont un des employés avait pu participer aux poursuites judiciaires contre Donald Trump, des membres de sa famille ou de son entourage, à donner les noms, évidemment, des avocats en question, mais plus encore à payer des dédommagements à Donald Trump sous peine de mettre la clé sous la porte ou bien d'être soumis à un redressement fiscal tout à fait malencontreux. J'ajoute, puisque l'on est dans le césarisme, qu'il s'est agi également de gouverner par une clique d'idéologues non élus, de Elon Musk à Russell Vought, à l'ensemble des influenceurs, directeurs de think tanks ultra-conservateurs, de fondamentalistes religieux et de militants d'extrême droite qui, dans son entourage, sont à l'origine des initiatives politiques qui se transforment ensuite, soit en un tweet, soit en un décret, soit généralement les deux, qui ont amené à la remise en cause des traités et des accords internationaux, bien évidemment les engagements sur la question du changement climatique, mais aussi le multilatéralisme élémentaire en matière de droit du commerce. Il me semblait qu'il y avait un organisme mondial du commerce qui assurait que l'on ne se décide pas du jour au lendemain d'augmenter de 50% les droits de douane sur tel ou tel. C'est pas grave, vous en faites pas. On a assez vu mon petit César. Sur tel ou tel pays, ou bien de considérer que voilà, votre pouvoir magique. Si j'en avais aussi pour la salle. C'est bon? Non? Toujours pas? Écoutez, on va s'en passer. Hein. Voilà. Merci. Donc de décider d'augmenter les droits de douane sur ses partenaires commerciaux simplement parce qu'on l'a décidé. Et cette espèce de version extrêmement explicite du pouvoir unilatéral d'un homme correspond parfaitement à cette définition du césarisme, c'est-à-dire qu'il n'existe plus aucun engagement, ni moral, ni politique, ni éthique, et surtout qu'il n'existe plus de contre-pouvoir. C'est sans doute ça qui est le plus inquiétant, c'est-à-dire que la politique de représailles, de punition et d'intimidation n'épargne aujourd'hui pas les juges. Vous savez peut-être que la procureure du New York, du nom de Letitia James, a été mise en examen d'une certaine façon après avoir été celle qui, la première, a mis en cause la corruption et la manipulation des chiffres de l'empire immobilier de Donald Trump, qu'elle est sous le coup d'une procédure judiciaire parce que aurait-on trouvé dans ses documents personnels, elle aurait mal rempli ses fiches de demande d'un prêt à la consommation, ce qui témoigne par ailleurs du fait que les données personnelles de l'ensemble des Américains sont aujourd'hui propriété personnelle du président qui peut demander à les vérifier et à les utiliser contre vous. Donc évidemment tout cela est assez fâcheux. On sait qu'il y a eu des perquisitions du FBI chez un certain nombre d'anciens amis ou bien d'ennemis de toujours de Donald Trump, et qu'il le dit aujourd'hui alors que la paralysie budgétaire à la Chambre des représentants et au Sénat fait que le gouvernement n'est plus financé. C'est avant tout les régions, les collectivités locales démocrates qui sont les premières à être visées, et le président ne s'en cache pas. Il utilise donc l'arme sociale, l'arme régalienne contre les pays, pardon, pas contre les pays, contre les régions ou les collectivités qui ne sont pas dans une forme d'allégeance explicite à son pouvoir. Une même logique se retrouve à peu près à chaque étage de son mode de gouvernement, oui, de gouvernement de la chose publique et de la chose internationale, puisque c'est à la condition de prêter allégeance
prêter allégeance avec espèce sonnante et trébuchante que l'on peut obtenir, qui signature d'un contrat sur une protection militaire, qui un engagement commercial ou qui la restauration de droits précédemment acquis. À mes dernières lectures, il me semblait qu'après avoir présenté la Chine comme le grand Satan qui avait spolié, volé, ruiné l'Amérique depuis plus de 10 ans et qu'il fallait punir par 30, 40, 50, 70, 100, 120% d'augmentation de taxes de droits de douane, aux dernières des négociations, c'est-à-dire il y a 12 heures, semble-t-il, on allait revenir sur ces droits de douane. Pourquoi? Parce que la Chine dispose de 80% des réserves de terres rares et qu'il se trouve que les Américains et que leur industrie numérique ont beaucoup besoin des terres rares et qu'on peut faire un petit engagement, dussions-nous laisser la sécurité de Taïwan finalement de côté pour un temps. Donc tout est de cet ordre-là, c'est-à-dire de la volonté d'un homme qui, je le rappelle, c'est une incarnation de l'extrême droite tout à fait singulière aux États-Unis, est un homme d'affaires et qui est l'incarnation même en tant qu'homme d'affaires qui poursuit son enrichissement personnel pendant sa présidence, de cette espèce d'affairisme et de capital incarné qui est Donald Trump, ce qui ne l'empêche pas de jouir d'une forme de vénération. Peut-être le mot est-il trop fort, ou en tout cas d'une espèce d'adulation de la part d'une partie de la population américaine, que je pourrais estimer à environ 35-40% des Américains, qui sont pleinement satisfaits de sa politique, de son personnage, qui ne voient rien d'irrémédiable ou de préjudiciable dans son style, dans ses paroles, ou dans la forme idéologique que cela peut prendre. Cela, une fois de plus, confirme l'hypothèse césariste, puisque Max Weber, qui travaillait sur la question du césarisme au début du XXe siècle, a tout particulièrement insisté sur deux particularités du césarisme moderne, qui est premièrement ce qu'il appelle la dimension charismatique, c'est-à-dire cette espèce d'incarnation charnelle du pouvoir de celui qui, certes, ne respecte aucune norme et aucune convenance, mais qui assure, respire, dégage le sentiment de la sécurité et de la protection. Et cet idéal de la sécurité est quelque chose qui est fondamental dans des sociétés qui sont tout particulièrement malmené par la question de l'insécurité sociale, économique et des chocs qui ont frappé le pays de façon particulièrement brutale depuis la crise financière de 2008, la crise du Covid et l'inflation qui a suivi suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc cette dimension charismatique, incontestablement, elle existe. Sans doute s'étiole-t-elle, car l'homme est vieillissant, d'une santé mentale tout à fait relative. Néanmoins, il remplit les stades. Néanmoins, les sondages semblent à peu près stables, en ceci que à peu près 35 à 40% des Américains, les chiffres baissent, mais néanmoins un socle, c'est comme le macronisme, un socle quand même très très puissant, un bloc d'extrême droite qui continue à soutenir ce président. Il y a une autre dimension qui là a été davantage soulignée par Antonio Gramsci, qui lui-même, dans l'Italie d'une période un petit peu perturbée, a repensé cette question du césarisme en distinguant un césarisme progressiste d'un césarisme réactionnaire, en disant que ces deux incarnations masculines avaient en commun d'être cette espèce d'option, de opting out, c'est-à-dire d'option tiers entre les deux partis politiques incapables de rassurer la population, cette espèce d'homme venu d'aucune institution, d'aucune famille politique connue, qui s'érigeant au-dessus des factions, est celui qui prétend incarner la volonté générale. Et ce que dit Gramsci, c'est qu'il y a dans cette incarnation réactionnaire le symptôme d'une société en réalité malade depuis très longtemps, à ce point pétrie de contradictions, à ce point perclus d'incohérences, que la seule solution pour que le corps social puisse se ressouder, ne serait-ce que de façon éphémère, c'est dans cette espèce d'allégeance au nouveau César, dans cet homme qui promet d'être tout le peuple à lui seul et d'assurer une forme de stabilisation, et Gramsci le rajoute bien sûr, la stabilisation du capital. Nous sommes dans des périodes de très grande instabilité financière et économique,
avec la fin d'un système néolibéral, productiviste, très mondialisé, qui est arrivé sans doute à la fin d'une certaine forme de course. Mais rappelons que le néolibéralisme a une préhistoire, hein, qui commence aux années 30 et qui a eu un long développement avant d'avoir sa phase école de Chicago, années 80, néolibéralisation. Il y a eu un néolibéralisme ordo-libéral, allemand, autoritaire, l'école suisse néolibérale extrêmement puissante, visant essentiellement à maintenir la souveraineté populaire derrière des garde-fous institutionnels extrêmement puissants, une inquiétude évidemment des soulèvements de gauche et de la pensée progressiste. Hein. Le premier néolibéralisme est une très grande résistance au soulèvement égalitaire. Donc il y a ça, donc il y a la fin, l'épuisement d'un certain modèle, et avant que l'on arrive vers une nouvelle phase de ce capitalisme que Ernest Mandel appelait capitalisme tardif, de redoublement de l'extractivisme, de numérisation à tout va, de rapport de force et de spoliation pure et simple. Hein. On revient à ce qui était le premier capitalisme presque préhistorique décrit par Marx, c'est-à-dire celui vraiment de la prédation pure et simple. Il y a un moment de déstabilisation extrêmement puissant et que Trump apparaît à ce moment-là comme capable de rassurer, en particulier une catégorie de la population qui est fondamentale, et je m'y intéresse singulièrement pour mon prochain livre, qui est la question de la petite bourgeoisie, ce qu'on appelait évidemment hein, la petite bourgeoisie dans la littérature marxiste, qui représente aux États-Unis beaucoup de gens, parce que la structure de classe est très singulière aux États-Unis, mais parce que les Américains ont cette particularité par rapport aux Européens, qui est qu'ils sont très majoritairement propriétaires de leur logement. Et que, à la différence de l'Allemagne, de la France, etc., à plus de 70%, 80% chez les Blancs américains, on est propriétaire de son logement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'État social. Et qu'en l'absence d'État social, être propriétaire de votre logement est ce qui vous permet l'accès au crédit à la consommation. C'est un système financier très particulier aux États-Unis où vous hypothéquez votre maison avant même d'en être pleinement propriétaire, c'est-à-dire que vous la mettez en gage, littéralement, et que la banque vous permet à partir de ce moment-là d'avoir un crédit avec lequel vous payez votre santé. Plus généralement, vous payez les études du petit dernier à l'université, hein, plus de 100 000 $ par an maintenant pour une grande université américaine, donc il faut quand même avoir un petit peu de retour financier pour se l'assurer, et les Américains vivent à crédit. En moyenne, un Américain meurt avec plus de 63 000 $ de dette. C'est-à-dire que c'est un pays qui vit sur la dette, et le socle, la sécurité, d'une certaine façon, comment dit-on en français, safety net, le filet de sécurité des Américains, c'est leur maison. C'est-à-dire quand vous perdez votre maison, c'est plus que perdre simplement un toit au-dessus de sa tête, c'est-à-dire que vous perdez la garantie de pouvoir continuer à vous soigner, à vous éduquer, à vous nourrir. 40% d'Américains qui sont en insécurité alimentaire aujourd'hui, comme la France, hein, cela étant dit. Mais aux États-Unis, il n'y a pas d'État social pour vous récupérer si vous êtes licencié. Cette structure de la petite bourgeoisie américaine, c'est-à-dire du petit propriétaire, Marx avait des propos très durs sur cette petite bourgeoisie, mais en réalité, elle est consubstantielle à la structure économique des États-Unis, fait qu'il y a cette espèce de tendance réactionnaire de conservation de la propriété. Et cette conservation de la propriété, elle est plutôt conductrice d'une pensée réactionnaire que d'une pensée progressiste, révolutionnaire, de partage, d'impôts. La pensée antifiscale est évidemment extrêmement puissante dans ce cadre-là. Et lorsque Trump dit « il y a trop d'impôts, ça suffit », nous allons couper le gouvernement et supprimer les impôts. Je vous rappelle qu'il entend supprimer l'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce que l'impôt sur le revenu est encore un petit peu progressif, il y aurait beaucoup à en dire, mais sur le papier, il est censé être encore progressif. Donc il y a cette posture-là, et Gramsci a raison. L'instabilité fondamentale de la société américaine fait de cette hypothèse césariste quelque chose de solide. C'est une société qui est ravagée par les inégalités de façon exponentielle. Je ne vais pas vous inonder de statistiques et de chiffres, quelques-uns. Hein, les 10% les plus riches aux États-Unis possèdent 70% de la richesse. Les 10% les plus riches, combien sommes-nous ? Nous sommes 10, donc un parmi nous, c'est 50% de la consommation. 50% de ce qui est consommé aux États-Unis, c'est 10% de la population.
Une personne dans cette salle possède 70% des richesses. Et ça s'aggrave. Et en réalité, je vous parle du top 10%, c'est ridicule, je devrais vous parler du top 0,1%. Ce sont eux qui, en réalité, ont le pouvoir, et peut-être même le 0,01%, qui, sans surprise, étaient tous sur la scène le jour de l'inauguration de Donald Trump, car aujourd'hui, ce sont les magnats de la Silicon Valley, ceux dont la capitalisation boursière atteint des chiffres d'une indécence totale, d'un argent fictif. L'argent d'Elon Musk, en grande partie en crypto, placé sur des investissements sur Tesla qui n'ont rien à voir avec la valeur industrielle et les ventes de mauvaises voitures par ailleurs. Nvidia qui vient de crever les plafonds de la spéculation, c'est la plus grande, comment dit-on, capitalisation boursière jamais connue, à partir d'une perspective de tout IA, dont à ce jour on ne sait rien, si ce n'est que la bulle spéculative finira par éclater et qu'elle laissera derrière elle des ravages absolument inestimables. Donc c'est une espèce de machine en pilote automatique dans une espèce d'hystérèse devenue folle. Et Trump arrive à ce moment d'accélération et en même temps, il rassure, il est la sécurité. Gramsci a raison aussi de parler de cette société percluse de contradictions parce que les inégalités se sont accompagnées d'une crise profonde de la représentation aux États-Unis, puisque les inégalités de revenus, c'est aussi la confiscation du pouvoir politique aux mains d'une poignée. Il y a toute une tradition de sciences politiques américaines qui a montré que les intérêts et les choix prioritaires de politique publique de 70% de la population n'étaient à peu près jamais représentés dans les lois proposées au Congrès, et qu'en revanche, les centres d'intérêt et les préoccupations du top 10% avaient 70% de chances d'être transformés en loi, qu'il s'agisse de lois définitives ou de propositions de loi ou de mesures budgétaires à l'Assemblée. Aujourd'hui, vous le savez, sans le recours aux super PAC, aux fonds privés, aux fonds de pension, vous n'avez aucune chance d'être élu et donc vous êtes redevable lorsque vous êtes élu. Lorsque l'on parle de la financiarisation de la vie politique aux États-Unis, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, y compris devant la Cour suprême, vous pouvez, en tant qu'institution financière, déposer une plainte, demander à être entendu comme personne juridique. Et cette personnalisation juridique du capital, c'est aussi une personnalisation politique. Les contre-pouvoirs, quels sont-ils? Les contre-pouvoirs de gauche, historiquement, aux États-Unis. Lorsque Madison disait « nous n'aurons jamais de petit César aux États-Unis parce que nous avons le premier amendement. Premier amendement, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de foi. Nous allons nous assurer dans ce pays d'avoir un pays dans lequel il y ait tellement de journaux, tellement de radios, un peuple tellement éclairé et tellement soucieux de la chose civique que le premier qui arrive avec 3 propositions démagogiques se fera rironner. Nous sommes un peuple éclairé. Le premier amendement, aujourd'hui, qu'est-il devenu? C'est le droit pour les militants d'extrême droite d'aller sur les campus et de jurer mort aux femmes, aux Palestiniens, aux Juifs, que sais-je. C'est ça, aujourd'hui, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'était la diversité religieuse du temps de Madison. C'était le refus qu'il y ait une religion d'État. Aujourd'hui, c'est le fondamentalisme chrétien qui impose sa loi. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans le Texas, les 10 commandements sont affichés à la porte de toutes les écoles publiques. Et c'est que le début. Que c'est un intégriste catholique qui est à la tête du budget des États-Unis, que c'est un intégriste catholique qui occupe le poste de vice-président. Ils sont catholiques depuis hier, mais attention, des convertis purs et durs. 2019 pour J.D. Vance, on peut dire que c'est hier. Hein. Et pourtant, il y avait toutes ces institutions. Les grands contre-pouvoirs de gauche, c'était bien sûr les syndicats, qui assurait distribution dans le corps social, au-delà des médias, une espèce de culture de solidarité, de tradition, de résistance. Et ils ont été évidemment très largement liquidés depuis les années 80. Aujourd'hui, il en reste dans le secteur public, en particulier chez les enseignants. Secteur public qui, je le rappelle, est dans lequel sont surreprésentées les minorités noires et hispaniques et qui est extrêmement féminisé. C'est pour cela qu'ils sont en train d'être licenciés par dizaines de milliers par l'administration Trump. Et puis, il y a le Parti démocrate. Le Parti démocrate qui est devenu une machine à
faire une levée de fonds, essentiellement, qui est une très grande machine financière. Je rappelle que Kamala Harris a réussi à rassembler plus d'argent que Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle, mais que là aussi, on peut être un peu centriste et puis conserver, solidifier une espèce d'assise sociale parmi les libéraux, ce qu'on appelle les libéraux aux États-Unis, les centristes qui veulent. Et puis, face à la série de crises et de ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire que le confinement a été vécu de façon insupportable par les Américains, qui ont eu, contrairement à ce qui s'est passé dans certains États républicains, des politiques dures, drastiques. 18 mois sans école, quelque chose qui, c'était pas simple en Europe, mais dans certains États américains, ça a été extrêmement drastique. Et le fait de fermer les entreprises, d'imposer le fait de rester à la maison, ça a suscité une espèce de fièvre insurrectionnelle où les gens se sont dit « nous sommes tyrannisés ». Nous sommes tyrannisés, et ce qu'on a appelé la pensée libertarienne, qui n'est pas du tout libertarienne, mais qui est cette espèce de refus du pouvoir autoritaire, a été exacerbé. Et lorsque les démocrates, avec Joe Biden, ont dit il faut se vacciner, il faut faire les distances de sécurité, il faut faire l'Inflation Reduction Act pour passer au tout électrique, il faut arrêter le fossile, etc., c'est apparu comme une parole autoritaire. Et ça, le Parti démocrate n'a pas réussi à, au-delà du fait qu'il est profondément dépendant de ses liens avec le monde des affaires, à apporter une parole alternative qui réenchante d'une certaine façon ce qu'est la liberté dans le collectif, dans la solidarité, dans une certaine forme de coopération. Donc il y a cette grande faillite des contre-pouvoirs de gauche, et puis il y a la concentration médiatique et le tout numérique de la vie médiatique, avec depuis les années 2010 les réseaux sociaux qui ont hystérisé un peuple profondément atomisé, très grande solitude des Américains qui est souvent méconnue, une aliénation vraiment au sens marxiste du terme, mais pas simplement par rapport à la machine ou aux fruits de son travail, mais simplement par rapport à la vie collective des gens qui, à près de 60%, disent qu'ils n'ont pas d'amis, qu'ils sont seuls. Je crois que c'est 75% des Américains qui prennent leurs 3 repas seuls chaque jour. Ça peut paraître anecdotique, mais manger seul devant l'écran, souvent, ça ne fait pas forcément de bien à votre instinct civique. Voilà, ou au sentiment de vivre en collectivité, ou d'avoir une certaine forme d'idée que l'on a quelque chose à faire avec ce que Tocqueville appelait la grande société civile américaine. Il y a donc indéniablement une grande crise de la population américaine, en particulier lorsque la religion, j'en disais un mot, occupe ces interstices, ces béances, ces vacances de l'esprit collectif et du sentiment d'être en ligne. Et je pense qu'une certaine lecture intéressante du succès de tous ces réseaux, de toute cette fachosphère très très puissante aux États-Unis et par ailleurs en Europe aussi, de ce masculinisme, c'est aussi une façon de considérer que derrière la culture, ce qu'on appelle la bro culture, c'est-à-dire bro c'est brother, brother c'est le frère, c'est une forme de fraternité perverse. Mais le masculinisme est une forme de renouveau de la fraternité entre les hommes qui se sentent d'une certaine façon dans une forme d'unité tribale qui est rétablie. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent et qui peuvent expliquer cette espèce de sursaut césarien, et qui en tout cas voit cette société américaine être abîmée depuis si longtemps qu'on ne peut pas dire, exactement comme l'Empire romain, que c'est parce que subitement 3 barbares sont arrivés au nord et que du jour au lendemain, tout s'est effondré. Ça prend des décennies. C'est une érosion lente. Et pourtant, si je dis Trump césariste, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que c'est ça l'explication? Non, pas du tout. Et je conclurai en disant que je renonce à poursuivre parce que j'ai 2 limites et 2 contre-arguments que j'aimerais partager avec vous, qui sont peut-être une modération importante sur l'hypothèse césariste. La première, c'est que, puisque je vous ai décrit les États-Unis comme le pays qui a à toute force tenté de conjurer ce surgissement césariste, cela reviendrait à dire qu'à contre-courant de l'histoire, subitement en 2016, quelque chose comme une déflagration s'est passée, et que César est apparu de la cuisse de Jupiter tout armé sans qu'on l'ait vu venir.
Or, les fondements de ce qui porte l'économie politique et l'idéologie de Donald Trump ont une longue histoire. Hein. C'est mon gros livre dont parlait Dominique, Capital et race, d'un pays fondé sur l'extermination de millions d'indigènes, qui a construit son appareil démocratique et égalitaire sur la pratique de l'esclavage. Ce même Thomas Jefferson à Monticello qui poussait des grands cris quand Hamilton portait au nu César, et celui qui avait près de 400 esclaves dans sa propriété, qui était père lui-même d'esclaves sur une concubine du nom de Sally Hemings qu'il avait vraisemblablement violée à de multiples reprises. Les États-Unis de 1619 à 1865 ont été une nation esclavagiste. De 1865 à 1965, c'était une nation ségrégationniste, où la loi imposait la stricte séparation entre noirs et blancs, où, y compris au nord, où il n'y avait pas de telle loi, la discrimination était la norme, où les juifs étaient interdits à Harvard, où, début des années 50, on pouvait déporter du jour au lendemain 1 million d'hispaniques, soit Eisenhower, qui travaillait depuis des années à la demande du gouvernement américain et qui ont été manu militari rapatriés dans la plus grande violence. C'est le pays de l'internement dans des camps des Japonais dans les années 40. Alors certes, il y a eu ce moment de démocratisation dans les années 60, de 65 à 68, où parce que les mouvements populaires, parce que la société civile a pris la rue, parce que les Noirs, parce que les femmes, parce que les homosexuels, parce que les étudiants, parce que la pensée anti-impérialiste s'est exprimée dans la rue, parfois violemment, il y a eu une brèche. Quelque chose comme un appel d'air qui a amené pendant une dizaine d'années à la première grande guerre contre la pauvreté, qui a mené à l'instauration de l'assurance pour les plus pauvres et de mesures sociales qui jusqu'alors n'existaient pas, un petit semblant de sécurité sociale qui commence à se développer. Les Noirs sont enfin reconnus comme des citoyens à part entière. La discrimination au logement est jugée inconstitutionnelle. On considère que les femmes et les minorités doivent avoir une part égale dans la représentation publique et dans l'accès aux ressources. C'est quelque chose comme une forme de rébellion de l'Amérique contre elle-même, accélère ce processus de démocratisation. Mais que se passe-t-il dès 68 ? Nous avons eu notre chienlit, ils ont eu la leur. 68, c'est l'élection de Richard Nixon, candidat républicain qui se fait élire sur une parole de restauration de la loi et l'ordre, qui est un code, une façon polie de dire que c'en est fini de ces hippies à cheveux longs, de ces noirs énervés et de ces femmes hystériques, qu'il est temps de revenir à l'ordre traditionnel et qui petit à petit entreprend de détricoter pas à pas, à l'aide de la Cour suprême, les acquis du mouvement des droits civiques et de la démocratisation américaine. Donc cette espèce de balancier entre démocratisation et réaction, elle a toujours existé dans l'histoire américaine, et peut-être même que Hamilton est le premier à avoir incarné cette espèce de surmoi césariste au sein de la démocratie américaine. Mais elle avait quand même, elle était restée comme une espèce d'épouvantail, quelque chose dont il fallait se prémunir, et tout se passe comme si en 2016, l'ensemble des garde-fous s'était effondré, mais néanmoins, on ne peut pas dire que quelque chose comme un accident historique, une rupture ou une révolution est arrivé en 2016. C'est en cela que l'hypothèse césariste me semble peut-être un peu fragile. Et surtout, il me semble que l'hypothèse césariste est un euphémisme. Donald Trump n'est pas simplement quelqu'un qui gouverne comme un César. C'est un César d'extrême droite. Et l'extrême droite, à l'époque moderne, elle a donné d'autres incarnations, d'autres modes politiques que l'on n'appelle plus césarisme, que l'on appelle fascisme. À ce jour, les États-Unis ne sont pas encore un pays fasciste. La classe politique est très largement fascisée. L'État est en voie importante de fascisation dans son ensemble. La société civile ne l'est pas encore, bien qu'on y travaille ardemment. Donald Trump a fait du Pentagone le plus grand budget de l'histoire, d'un budget qui était déjà spectaculaire. 1 000 milliards de dollars, c'est plus que l'ensemble des budgets militaires des 7 pays suivants, la Chine comprise. Il est en train de former une police politique toute puissante qui a un budget supérieur au budget militaire d'Israël, ça n'est pas peu dire, qui est l'ensemble de ce qu'on appelle
la police des frontières et la police de l'immigration. Il envoie la garde nationale dans les villes principalement dirigées par des Noirs ou des femmes. Il occupe les rues. Ça n'est pas simplement un César, c'est quelqu'un qui envoie l'armée contre son propre peuple. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs ce n'est pas lui, son régime, son projet politique est profondément pétri de darwinisme social, d'une haine de la pauvreté. C'est pour cela la suppression des bons alimentaires, de l'assurance sociale qu'ils sont en train de négocier au Sénat. C'est pour ça que les démocrates ne cèdent pas. Il s'agit de priver d'assurance les millions d'Américains, dont beaucoup ont voté pour Donald Trump, soyons-en sûrs, puisque, y compris les lois dites Obamacare, bénéficient principalement aux États du Sud, qui sont très pauvres et qui sont démocrates. Et pourtant, les amis de Donald Trump continuent d'utiliser la métaphore césariste parce qu'aujourd'hui, elle fait très chic. On parle des hordes de barbares qui menacent, on parle du César rouge. Alors rouge, pas parce que rouge socialiste, mais rouge parce que c'est la couleur du Parti républicain. Mais néanmoins, on a franchi un cran. La fascisation du régime américain aujourd'hui est indéniable, elle s'accélère chaque jour et les résistances s'affaiblissent elles aussi progressivement. Il y a certes eu 7 millions de personnes il y a quelques semaines dans les rues pour le No King's Day. Ils auraient pu dire le No Caesar Day, mais ils ont choisi de dire il n'y a pas de roi ici, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Mais 7 millions, c'est 2% de la population américaine, mais c'est déjà ça. Combien seront-ils lorsque l'inflation sera plus forte encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, que la crise économique qui nous attend sera puissante, je ne sais pas. Alors, pour ne pas finir sur une note complètement crépusculaire, je ne sais pas ce qu'il adviendra de la démocratie américaine, mais là, les États-Unis ont produit ce qui s'est fait de mieux de pensée politique sur la question de la démocratie. Et il en est un qui s'appelle John Dewey, qui est un grand philosophe américain qui disait qu'il ne connaissait pas d'autre remède pour aider la démocratie que plus de démocratie. Et donc, je vais m'en remettre à lui et dire que peut-être pour sauver la démocratie américaine, il faudrait plus de démocratie américaine. Je vous remercie. La parole est vraiment libre, on ne va pas faire une discussion, puis après passer, on est très nombreux. Donc n'hésitez pas à intervenir. Voilà, mais peut-être première question pour engager le débat. Du côté de la tech, du côté de Peter Thiel, de gens comme ça, etc., Bob Burg et tout, donc Erdin Curtis, il y a quelque chose de très très curieux, c'est-à-dire c'est des gens qui fascinent au travers de leur libertarianisme l'idée d'une société, de petites cités, de cités où, alors, dans un premier temps, évidemment sans droit, sans rien, avec des espèces de police privées, mais au bout du compte, il y a le fantasme de pouvoir se débarrasser vraiment des pauvres. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'une inversion par rapport à la critique marxiste historique. C'est-à-dire qu'effectivement, les rapports de production sont décidés par l'industrie numérique. Donc en fait, eh bien, c'est la classe supérieure numérique qui doit avoir le pouvoir sans partage. Du socialisme, eh bien, on imaginait qu'on allait se débarrasser des bourgeois. Et on voit maintenant rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire que ces milliardaires, eux, fantasment de se débarrasser du peuple. Et comptent bien sur le numérique pour qu'il n'y ait plus de classe populaire. On s'en débarrasse définitivement. Et donc le rêve de ces espèces de petites villes comme ça, de milliardaires, alors elles ont plusieurs formes de réalisation. Hein. Il y a un qu'on s'appelle Prospera. Là, voilà. Après, il y a le système d'aller bâtir des cités sur la mer, et puis le côté encore plus dingo, c'est d'aller le faire sur Mars. Alors, il est clair que sur Mars, on va pas emmener des prolos. Ça, il faut bien que ça n'a pas de sens. Bon, et donc comment, c'est quoi la généalogie de cette espèce de folie suprême, mais qui est vraiment produite par les plus riches et par les plus puissants? Alors, à la fois j'ai écrit un livre, donc, puisque la contre-révolution californienne, c'est une histoire
de la révolution numérique lu au regard de son contexte d'émergence qui est la révolution réganienne. Et je démontre la manière dont d'emblée la Silicon Valley a été construite comme projet politique de l'administration Nixon puis Reagan dans la Californie dont Reagan était gouverneur dans les années 60 et qui porte un projet contre-révolutionnaire tout à fait patent. Moi, je suis très dubitative quant à l'hypothèse technofasciste et quant à cette espèce de fascination un peu négative vis-à-vis d'une poignée de nazillons dont le niveau intellectuel, Curtis Yarvin, soyons sérieux, c'est une espèce de diarrhée verbale de quelqu'un qui n'a pas publié un livre dans sa vie, qui est un ingénieur raté, qui est dans l'orbite de Peter Thiel, et enfin, tout le monde n'est pas Céline. C'est une chose d'être un nazi, mais enfin, il y a un peu de trois idées. Enfin, ça peut, tout ça d'une médiocrité absolument patente. Peter Thiel est quelqu'un qui vient de l'Afrique du Sud, ségrégationniste, comme Elon Musk. Son père, de façon intéressante, participait dans l'Est de l'Afrique du Sud au programme nucléaire. Donc déjà un extractivisme patent, puisque l'Afrique du Sud était en alliance avec Israël, qui cherchait à se doter de l'arme atomique, et donc déjà, et de cette culture des Allemands, en plus ancienne colonie allemande, avec le massacre des héros. Enfin, vraiment, il y a tout pour. Il est tombé dedans quand il était petit, vraiment. Donc il n'a même pas de mérite d'être d'extrême droite. S'il avait été marxiste, ça aurait été marrant. Mais là, oui, non, enfin, il fait comme papa et puis grand-papa, c'est pas, voilà, puis c'est comme Elon Musk, enfin. Donc, son grand-père, Adelman, grand-père d'Elon Musk, qui fonde la technocratie au Canada, mouvement d'extrême droite, on est quand même dans du fils à papaïsme qui est pas très intéressant. Alors, il s'écrit beaucoup de livres sur, soi-disant, la pensée profonde de 4 types qui, parce qu'ils ont eu un gros chèque de Peter Thiel ou qu'ils ont vendu des caramels sucés en ligne et qu'ils ont fait de l'argent, s'inventent comme des penseurs. Honnêtement, c'est médiocre. La plupart de ces cités-États dont vous parlez, Dominique, ça va nulle part. Ça s'appelle les Émirats arabes unis. D'accord ? Le Moyen-Orient a inventé ça. D'accord ? Ça s'appelle Dubaï. Ça marche très bien, merci pour eux, ils ont beaucoup travaillé. On fait un centre commercial au milieu du désert avec des esclaves indiens qui travaillent et on vous prend votre passeport quand vous arrivez, vous ne payez pas d'impôts et vous faites ce que vous voulez et puis vous repartez en étant payé en émeraude et en pépites d'or. Et c'est très bien. Ils ont de l'argent, ils peuvent s'offrir une image 3D de ce que sera Gaza demain. C'est juste un cauchemar. Enfin, c'est juste. Voilà. Donc, c'est une espèce de dystopie. Alors, en revanche, il y a des fondations intellectuelles, particulièrement chez la romancière Ayn Rand. Donc, je parle dans mon livre. Donc, Ayn Rand, venue de la Russie soviétique, arrive en Californie. Elle veut travailler dans le cinéma. Elle est fascinée par le cinéma hollywoodien, très réganienne, très tôt. Et donc, elle écrit cette série de livres, dont La Grève, dans lequel, selon elle, donc c'est très Hayek, très la route de la servitude, donc l'État social est un despotisme, toute forme de redistribution nous emmène sur la voie du totalitarisme léniniste, et donc il faut la vertu de l'égoïsme, chacun doit jouir pleinement, parce que si vous réussissez, vous ne le devez qu'à vous-même, et donc le premier qui vous demande de payer des impôts est un tyran. Et que se passerait-il? C'est l'histoire de son roman La Grève. Si les meilleurs des capitalistes, ceux qui font vraiment la richesse d'une nation, faisaient grève. Ils quittent le pays. Ils prennent leurs magots, ils prennent leurs usines, ils prennent leurs entreprises et ils partent. Et que se passe-t-il? Le monde s'effondre. Bien sûr. Bien sûr, il ne reste que les médiocres. Donc ça, c'est l'idéologie d'Ayn Rand. Elle ne se disait pas elle-même libertarienne. Mais le jeune parti libertarien qui se fonde aux États-Unis avec Ron Paul, qui était un des fondateurs, et puis un certain nombre de think tanks de la nouvelle droite américaine se réclament du... Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas du tout libertarien. Trump n'est pas du tout libertarien. Il veut faire une révolution culturelle. L'État est partout. L'État s'immisce dans tout. Il décide des politiques économiques, il prend le pizzo sur les entreprises, il passe les accords commerciaux, il dit ce qu'est la loi, il dit ce que nos enfants doivent apprendre à l'école. C'est pas du libertarisme, ça. C'est même le compte, l'armée dans les rues. Les libertariens se retournent dans leur tombe, c'est leur grande terreur, l'armée fédérale dans nos villes. Donc ils se partent, tous ces gens, de grands mots. Donc Peter Thiel se dit libertarien, puis l'autre il se dit monarchiste. Et puis il y en a un troisième qui va nous dire... C'est niveau de pensée zéro.
mais ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent parce que, et là c'est une littérature beaucoup plus intéressante, l'hypothèse du techno-féodalisme a permis d'élucider un type de capitalisme tout à fait particulier, où vous disiez il n'y a plus de peuple, mais il n'y a plus de marchandises. C'est ça l'hypothèse techno-féodale, c'est qu'il n'y a plus de marché, c'est un revenu de rente. Google, Amazon, ils ne fabriquent rien, il n'y a pas de marchandises, ils ne vendent pas. C'est une plateforme de capture des vendeurs et on lui paye une rente, on lui paye un loyer pour être sur Amazon et il prend une partie des bénéfices quand vous achetez votre livre sur Amazon et pas chez votre petit libraire de quartier. Donc c'est pas bien d'acheter des livres sur Amazon. Voilà. On le fait tous, mais c'est pas bien. Voilà. N'achetez pas mon livre sur Amazon, voilà, sauf d'occasion éventuellement si vous avez besoin. Mais il y a des librairies d'occasion dans les grandes villes. Donc le capitalisme a été remis. Et donc, je constate un peu effaré, je dois dire, qu'on donne tout pouvoir à cette petite clique de milliardaires qui ne sait pas quoi faire de son argent et qui est profondément dans cette logique revanchiste, mais surtout dans une logique de pragmatisme total. Ils ont à la Maison-Blanche un type qui décide de façon arbitraire de tout, selon que vous allez dans son sens ou pas. Et ils y sont tous allés. Tim Cook, qui était le meilleur ami d'Obama, qui va faire des salam alek à Trump en lui disant « Vous êtes le plus grand, merci, vous êtes tellement... Votre Altesse, votre Excellence, mais que dire, que vous êtes beau, que vous êtes grand ?» Voilà, mais tous le font. Pourquoi? Parce que sinon, c'est une régulation arbitraire. Donc, c'est du commerce, c'est du marchandapisme. Voilà exactement ce qu'ils font. Et deux, trois se piquent de fantasmer une espèce d'univers. Alors, Curtis Yarvin, qu'est-ce qu'il nous dit? Que les Noirs, ils étaient heureux dans les champs de coton, bien sûr. Que c'était... Non, mais sérieusement, il l'a dit dans un entretien au New York Times, parce qu'il y a quand même des journalistes du New York Times qui lui donnent une heure d'entretien. Il a été invité à Harvard. C'est une de mes universités de prédilection. J'y ai passé de merveilleuses années, mais ils l'ont fait venir pour une conférence. Ce type, une espèce de sociopathe... veste en cuir, c'est le nazi. Enfin, ça. Et donc, il dit quoi? Donc, c'était mieux quand les femmes ne pouvaient pas voter. Bien. Il faudrait que le pays soit gouverné par un chef d'entreprise. Bien sûr. C'est bas de plafond. Voilà. C'est-à-dire que, y compris dans le champ de la pensée d'extrême droite que je connais un peu, c'est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Simplement, il est blogueur, donc il a fait 650 pages, des milliers de mots. Et donc, on pense qu'il y a une pensée. Donc, je pense qu'il faut dégonfler beaucoup la baudruche de l'autonomie individuelle. Par ailleurs, dans l'économie politique actuelle, celui qui décide, c'est Trump, c'est Russell Vought, c'est les quelques personnes qui sont autour de lui, c'est Steve Moran, c'est pas les gens de la tech. Le jour où Musk a commencé à fatiguer tout le monde, on lui a dit « Merci Elon, t'es gentil, tu retournes à Tesla, Doge, on va s'en passer. » Voilà, et donc il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Donc l'idée selon laquelle l'œil du cyclone politique ce serait la tech, me semble une erreur d'analyse totale. Trump, c'est la repolitisation totale. Et c'est la fusion entre le capital et le politique, mais c'est lui qui est le centre de décision. Et la tech n'a aucune autonomie. Il y aura un technofascisme le jour où il y aura une autonomisation politique de cette puissance numérique. Aujourd'hui, ils ne sont rien. Nvidia a accepté de donner 15% par an de ses profits à Trump. Je ne sais même pas si Xi Jinping fait ça avec ses entreprises. Pourquoi? Parce que Trump a dit c'est où ça où vous ne vendez pas vos microprocesseurs à la Chine. Alors, c'est qui est le plus fort? Ils ont payé. 15%, c'est pas rien. Donc c'est lui qui décide de façon absolument arbitraire et ils sont tous soumis. Donc voilà, donc il y a la pensée libertaire, il y a des... Mais en réalité, on en est loin aussi, et derrière les différents noms qu'ils se donnent... Bon, il y a une revue en ligne très chic que les gens de Saint-Germain-des-Prés aiment beaucoup, dont je ne dirai pas le nom, qui aiment beaucoup ça, beaucoup transformer en intellectuels, des gens qui, quand même, sont modérés au niveau de leur production intellectuelle et qui, j'ai trouvé ça très amusant, voulaient absolument, et qui traduit les textes dont je vous ai fait un résumé peut-être un peu biaisé, peut-être, je le confie. Enfin, néanmoins, je pense que la substance y était. Et qui veut absolument nous faire croire que ce sont des intellectuels. Et je me souviens qu'ils avaient été un des premiers à traduire un certain nombre de discours de Jill Evans,
l'article s'appelait « Le Saint-Augustinisme de J.D. Vance ». Excusez du peu. Monsieur Vance est théologien, ça vous avait échappé. Et donc, qui était une espèce de commentaire de texte. Et cette petite plaisanterie a duré jusqu'à ce que le pape Francis, qui était encore aux affaires à l'époque, dise « Non, vous êtes gentil, je connais un peu Saint-Augustin, hein, je l'ai un peu pratiqué. Saint-Augustin, c'est tout sauf que ce que vous incarnez. Saint-Augustin, c'est précisément la cité de Dieu, ce que vous dites, pas du tout. C'est pas la haine de l'ennemi, c'est pas j'aime davantage mon voisin que l'étranger et l'étranger plutôt que le lointain. C'est le contraire, vous n'avez rien compris. Cette même revue a été chercher l'un des plus grands spécialistes français de Nietzsche pour dire, mais quand même, monsieur le professeur Curtis Yarvin, c'est nietzschéen, et le professeur de s'étrangler, de dire, mais ils n'ont rien compris à Nietzsche, ces gens. Le dernier homme, c'est eux. Et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils essayent d'hyper-intellectualiser, qu'ils vont voir la source même, l'autorité, les gens disent, mais pas du tout. Ils n'ont rien compris à Nietzsche, ils n'ont rien compris à Saint-Augustin, ils n'ont sans doute rien compris à Ayn Rand non plus. Mais il y a quand même une espèce de fascination collective pour les milliardaires. Il faut quand même reconnaître que pour le petit milieu intellectuel germano-pratin, si on est très riche, très puissant, on est peut-être un peu intelligent aussi, ce qui n'est pas forcément automatique. Je ne dis pas qu'ils sont bêtes, Trump, Musk, etc. sont des gens qui ont une compétence indéniable, un talent politique pour Trump que j'ai essayé d'analyser. Mais voilà, donc je me méfie beaucoup de cette idée d'une autonomisation de la tech en tant que telle. Néanmoins, certainement, il y a quelque chose qui intéresse beaucoup l'Amérique d'aujourd'hui, qui est la quête éperdue de la croissance, et cette croissance fictive qui est promise par l'intelligence artificielle et la crypto-monnaie, et que Trump est lui-même un actif spéculatif, c'est-à-dire qu'il est lui-même à la tête d'une entreprise de crypto, qu'aujourd'hui l'essentiel de sa fortune, qui, je le rappelle, a été multiplié, je crois, par 7 depuis quelques années, c'est principalement depuis qu'il est devenu lui-même un produit financier sur les marchés, et que quiconque aujourd'hui peut acheter le pouvoir en achetant qui un token Trump, qui une partie de World Financial, qui est sa compagnie. Voilà, donc il est lui-même, son pouvoir politique lui-même est en crypto, et puis c'est aussi la volonté de détruire le système financier traditionnel et le contre-pouvoir que représente la Fed. Bien sûr, toutes les institutions qui sont censées être un peu un contre-pouvoir, la Fed, c'est quoi? Et son indépendance, l'indépendance des banques centrales, c'est le fait de dire, c'est pas le président qui arrive et qui décide un jour qu'on dévalue, on dévalue pas, on injecte de l'argent dans l'économie, voilà. Donc ça aussi, il faut supprimer comme contre-pouvoir. Et puis l'intelligence artificielle, parce que c'est la promesse de la croissance perpétuelle et la dénégation de la limitation climatique, bien sûr, et de la finitude de la biosphère, avec donc un système qui vise à accélérer l'épuisement en eau et en ressources. Et donc, on relance les programmes nucléaires aujourd'hui aux États-Unis. Microsoft a racheté Three Mile Island, c'est sans doute ça. Voilà, c'est-à-dire. Donc, à quand Fukushima racheté par Elon Musk? Je le demande. Vas-y. Dans votre historique de l'avènement du trumpisme, vous n'avez pas évoqué Poutine et la Russie, avec les influences notamment pour sa première élection, dont il y a beaucoup de documentation qui montrent les influences russes, y compris pour sauver Trump d'une époque où il était en difficulté financière, qui a été sacrément aidé par la Russie. Alors ça, Alors, les ingérences russes, ça n'est pas tellement sur les questions financières. Trump a été essentiellement aidé par son papa toute sa vie au point de vue financier. Les ingérences russes, c'était principalement le fait, sur les réseaux sociaux, de créer des milliers de faux comptes de gens qui étaient censément... 2016. Oui, 2016. De créer des milliers de faux comptes, principalement de Noirs américains qui appelleraient à la révolution, comment dit-on en français, craquer, de casser le code,
de pénétrer le code du Parti démocrate pour révéler des mails secrets du Parti démocrate, de lancer les accusations ensuite contre Hillary Clinton sur le fait qu'elle aurait utilisé un serveur personnel, que c'était pas bien parce qu'il y avait un risque de fuite d'informations. C'est plutôt comme ça que ça se passe. On sait qu'il y a eu des contacts entre un certain nombre d'officiels, mais aussi d'Ukrainiens, de certains hommes d'affaires d'Ukrainiens auprès de l'époque Trump, ce qu'on appelait le meddling, etc. Mais une fois de plus, ce qui était un peu gênant avec ce qu'on a appelé le Russiagate en 2016, c'est que c'était une façon de dire tout ça c'est la faute à Poutine. C'est-à-dire que Poutine aurait conspiré pour faire gagner Donald Trump. Or, je pense, c'était le point de mon propos aujourd'hui, que la longue séquence historique qui a amené sont très internes. En fait, les causes sont domestiques, même si, bien sûr, on assiste aujourd'hui à une espèce de coalition de réactionnaires d'extrême droite, mais qui vaut le temps qu'elle vaut. Regardez, Narendra Modi était le meilleur ami de Donald Trump en 2016, ils se tenaient la main, c'était la même extrême droite islamophobe. Et puis Trump a décidé que Modi achetait le gaz russe et que c'était pas bien. Il a imposé 50% de droits de douane sur l'Inde et c'en était fini de la belle amitié. Aujourd'hui, avec Netanyahou et Orban ou Meloni, ça se passe très bien. Demain, les choses peuvent changer. Il peut leur préférer Xi Jinping et je ne sais quel autre qui aura ses faveurs. Donc la Russie a sa propre histoire. Il y a des convergences temporelles, mais je ne pense pas que ce soit structurel. Une chose n'exclut pas l'autre. Certainement. Mais en tout cas, leur lien est très présent. Mm-hmm. Il est bien là. De quelle nature est-il et quelles influences, ça, je ne sais pas. En tout cas, ça se traduit par un soutien à la Russie et à Poutine aujourd'hui, malgré un pas de deux et des tergiversations sur la question du soutien à l'Ukraine. Il y a certainement une bienveillance, pour ne pas dire le moins, vis-à-vis de Poutine. Mm-hmm. Des questions? Oui. Il y a aussi une espèce de vide dans le pouvoir que représente Trump. Vous l'avez dit vous-même, c'est un asset financier, c'est un pouvoir qui est éminemment achetable et qui est d'ailleurs acheté. Et à ce titre-là, on peut revenir aussi un peu sur le pouvoir de la tech, qui est en grande partie des financements de Donald Trump. Alors c'est vrai que l'idéologie portée par ces gens-là est très creuse, est très belle, mais la bêtise n'enlève rien à la peur de l'implémentation d'un projet qu'ils auraient monté. Il y a des... Alors je ne sais pas si mon analogie est vraiment 100% solide, mais dans l'expérience capitaliste poussée à l'extrême de la Corée du Sud, qui est une société vraiment extrêmement malade, il y a Samsung notamment qui a des petites villes dirigées par complètement l'entreprise. Donc c'est des projets qui existent, qui font un peu partie, qui sont un peu intrinsèques à la structure du pouvoir capitaliste en entreprise, qui est extrêmement verticale. Et j'avais l'impression que dire qu'ils sont bêtes n'est pas suffisant à dire que c'est pas une vraie menace. Alors, j'ai pas dit qu'ils étaient bêtes. J'ai dit qu'on avait tendance à hyper intellectualiser 2-3 figures qui sont comme s'ils étaient représentants d'une idéologie. Je pense que la tech est tout à fait importante et doit être prise sérieusement du point de vue de l'économie politique, c'est-à-dire du projet de société que le numérique porte en lui et de totalité numérique. Les villes dont vous parlez, c'est les vieilles villes paternalistes, telles qu'on les a toujours connues, Henry Ford en avait, enfin, on est dans quelque chose d'assez connu. Ce qui est plus inquiétant, c'est la stratégie totalisante du numérique sur l'ensemble des activités économiques et la dépendance de l'ensemble des États, des individus, des institutions, des partis à cette économie numérique-là. Et de cette dépendance-là peut venir, en termes psychanalytiques, on dirait un désir de toute puissance, mais c'est juste la réalité d'un marché. C'est-à-dire que moi, je préfère penser la violence du capital plutôt que l'idéologie dangereuse des individus. Voilà. Et il me semble que le technocapitalisme a quelque chose de tout à fait nouveau et qu'il impose une forme d'aliénation parfaitement nouvelle. Est-elle supérieure à ce que la machine a fait au XIXe siècle et que Marx a décrite ?
Est-ce que l'automatisation, la prolétarianisation des travailleurs, la perte des moyens de subsistance, la rupture métabolique vis-à-vis de la terre, est-ce que ça n'était pas quelque chose peut-être d'un peu indépassable avec tous les ravages que fait la tech? Est-ce que la tech ce sera plus que ça? Est-ce que, alors moi j'aime beaucoup Eric Sadin par exemple, donc il fait partie de ces penseurs de l'apocalypse sur le fait que le numérique, quel est le titre de son dernier livre, nous rend comme des déserts à nous-mêmes, la désertification de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne pense plus, on s'en remet. Donc, je ne nie pas du tout les transformations anthropologiques profondes et peut-être irrémédiables, mais simplement je pense qu'elles sont indépendantes de ce que pense le patron, c'est-à-dire que je pense que si Jeff Bezos, qui d'ailleurs ne fait pas partie de ces idéologues, Jeff Bezos ne prétend pas avoir une idéologie, je pense que ce que Jeff Bezos a fait à nos villes, à l'encartonnement généralisé du monde, à la consommation de masse, à la fermeture des centres-villes, à la disparition des centres commerciaux, non pas que c'était la panacée des centres commerciaux, est fondamental, mais que ça n'a rien à voir avec ses opinions politiques. À l'inverse, Elon Musk, qui est un grand doctrinaire, je pense que ni Starlink ni les Tesla ne changent fondamentalement. Tesla sont des mauvaises voitures pour milliardaires. Est-ce qu'il a réussi à révolutionner le marché de la voiture électrique aux États-Unis? Non. Est-ce qu'il le fera en Europe? Non. Est-ce que, oui, la logistique, oui, en effet, 70% des satellites européens lui appartiennent, c'est un peu fâcheux, etc. Mais c'est tout un écosystème qui est à mettre en cause. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. C'est-à-dire, je préfère penser le modèle économique techno-féodal plutôt que l'hypothèse techno-fasciste qui s'appuie sur une idéologie constituée. Voilà. Mais non, il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet, mais en même temps, si on pense ça comme une économie politique, on a davantage les garde-fous. Plutôt que de dire, ah là c'est une idéologie, on est tous bras ballants, ils ont gagné nos cerveaux et nos idées. Voilà. Je pense que si on pense ça comme la techné, comme quelque chose qui est de l'ordre de l'outil, on peut être des ludites. C'est-à-dire que les ludites 1830, c'est pas casser les machines parce qu'on est des brutes, c'est cacher les machines parce qu'elles déqualifient le travailleur. C'est parce que les ludites, c'était ces travailleurs du textile anglais qui pensaient que être réduits à faire travailler les femmes et les enfants juste pour régler la machine à tisser, c'était destructeur de communautés entières. C'était pas la destruction brute. Et donc il y a un moyen d'être des ludites aujourd'hui. C'est-à-dire de penser une régulation, une délimitation et des garde-fous par rapport à ce qui n'est d'autre que la nouvelle machine à tisser. Steve Bannon n'a pas disparu, son podcast The War Room est toujours là, il a fait des déclarations tout à fait incendiaires il y a peu de temps. Alors Steve Bannon, il appartient là aussi, donc typiquement c'est un bon exemple de l'écueil de l'hyper-intellectualisation, on nous l'a présenté en 2016 comme l'intellectuel organique. Il était le type d'extrême droite de gauche. C'est-à-dire qu'il est fondamentalement d'extrême droite, raciste, sexiste, réactionnaire en tout, mais il était pour une forme de démondialisation, il était pour la réindustrialisation, il était pour les vieilles communautés ouvrières, blanches, masculines, mais ouvrières. C'est là où vous avez travaillé Alors, il a fondé Breitbart, qui est un grand site de la alt-right. Il est quand même diplômé de Harvard, ancien hedge fund manager, Goldman Sachs, donc monsieur est quand même de gauche, enfin avec un passif. Et donc, il était présenté comme celui qui allait faire de Trump un populiste de gauche. C'est-à-dire l'État social xénophobe, comme dit un auteur que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'idée qu'il faut un État social fort et des protections fortes, mais que pour les autres. Il a été balayé en 2024 à la faveur de l'influenceuse islamophobe de Facebook, des fondamentalistes chrétiens et fondamentalement de l'équipe de la Heritage Foundation. Donc il est toujours là, on le consulte à l'occasion, mais ni réindustrialisation il n'y a, ni politique sociale substantielle il n'y a, ni sa grande idée qu'il fallait construire dans chaque pays des liens avec les différents partis d'extrême droite, un réseau international construit, etc. Donc il est là, il est consulté de temps en temps comme d'autres. Voilà Steve Bannon. Il a dit récemment qu'il n'y avait aucun doute que Trump ferait un troisième mandat. Bien sûr, voilà, oui, c'était une de ces... C'était il y a 10 jours. Alors Trump a dit, il y a peu de temps,
c'est trop dommage que je puisse pas en faire un troisième. Ce qui laisserait entendre qu'il a peut-être lu la Constitution et qu'il sait finalement qu'il n'a pas le droit. Ou alors qu'il se dit que ce serait un peu compliqué. Mais à ce stade, on n'en sait rien. Mais oui, beaucoup de gens espèrent que le principe César a été nommé pour 10 ans, il s'est fait proclamer à vie. Vous l'avez mentionné, c'est le dauphin, c'est Marco Rubio, on n'est pas rendu. Rubio et le vice-président. J.D. Il a Vance. dit, j'ai des bons dauphins. Pardon, mais délégués. vous allez encore m'accuser de... J.D. Vance et Je le Marco connais, Rubio, c'est c'est la pas Californie. Démosthène, hein. C'est la Californie. Ben voilà, donc vous savez que Cubains, Américains, perdant de la primaire républicaine, considérés comme un nul par absolument tout l'establishment républicain, qui est d'abord farouchement anti-Trump, comme J.D. Vance, en disant aussi sur leur probité et leurs convictions. J.D. Vance qui dit que Trump est un nazi, à mon avis, c'est quand même pas mal, il l'a comparé à Hitler. Hein, c'est un peu, on a le sens de la métaphore, mais enfin on y va un petit peu franco. Et puis Marco Rubio qui accuse là aussi Trump des pires choses avant de se rallier et voilà, dont y compris là, on voit chaque jour l'ineptitude puisque il est secrétaire d'État, il ne se charge de rien au Moyen-Orient. C'est Witkoff qui fait les choses, le bombardement en Iran, il n'était pas au courant. En Chine, je ne sais même pas s'il est du voyage en Asie. Enfin, il y a quelque chose de pantinesque, alors qu'il y a des gens très sérieux et très influents, à commencer par Russell Vought, qui est responsable du budget, qui vient de la Heritage Foundation et qui pilote les choses, qui sont des gens vraiment, vraiment dangereux. Mais peut-être que ces gens seront élus, je ne sais pas, c'est possible. D'abord, merci beaucoup, hein, parce que votre narration était absolument passionnante. Merci. J'ai oublié de dire, quand il y a des historiens comme ça, qui vous tiennent en haleine, que vous êtes des merveilleux conteurs d'histoire au singulier avec un grand H. L'histoire avec sa grande hache, comme disait l'autre. Voilà. C'est Pérec, c'est pas moi. Ce que je vais faire comme remarque, c'est le fascisme, dans cette mesure, on peut dire que c'est une forme plus récente, plutôt contemporaine de séparisme. Hein, Oui. Et plus extrême, oui. Voilà. Et en réalité, le fascisme, ça sert à concentrer le pouvoir. C'est vraiment une grande concentration du pouvoir. Et si on concentre le pouvoir, pourquoi est-ce qu'on le concentre? Alors, ma question, ce serait, est-ce qu'aujourd'hui, cette intention de concentration du pouvoir, hein, est-ce qu'elle n'est pas pour faire face à un effondrement? Est-ce que c'est l'effondrement de l'Occident? Est-ce que c'est l'effondrement d'une forme de civilisation? Est-ce que c'est l'effondrement plus généralisé du système Terre, hein? Mais il y a des craintes, il y a rien que le slogan, hein, Make America Great Again, c'est vraiment revenir en arrière à un passé qui, par définition, n'existera plus jamais. Et qui n'a jamais existé d'ailleurs. Et qui d'ailleurs n'a jamais existé. Mais cette prétention à revenir à quelque chose qui aurait donc existé, hein, est déjà un aveu, d'une certaine manière, d'impuissance. Hein. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à l'effondrement? Alors moi je suis très 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 réservée sur l'idée de l'effondrement de l'Occident. Déjà je ne sais pas ce que c'est que l'Occident. Occident c'est un élément de langage de gens qui s'en prévalent en général. Je sais ce que c'est que l'Europe. En général on définit l'Occident par opposition aux barbares. Hein. C'est comme ça que précisément l'Empire romain germanique s'est constitué. Donc ça n'appartient pas à mon registre, mais simplement c'est le langage de l'extrême droite, l'idée qu'il y a un effondrement de l'Occident. Donc ça participe de cette rhétorique, pour le coup très fascistoïde, consistant à dire qu'il fallait se prémunir contre les ennemis de l'intérieur qui conspirent à saboter les sources de la civilisation. Le fascisme, c'est pas simplement la concentration du pouvoir. Précisément, le césarisme, c'est une extrême concentration du pouvoir entre les mains d'un seul. Hein, et dans l'adaptation que Shakespeare fait de son Jules César, on a la fameuse scène de la mise à mort de César par Brutus, son fils adoptif, il rentre dans le Sénat. C'est-à-dire au moment précisément où il arrive dans le lieu de la délibération du pouvoir légitime, il est assassiné et tout bruté, je crois, dit-il, avant de recevoir le coup fatal et sic temper tyrannis. Donc le césarisme, c'est la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul pour faire face, nous dit Gramsci, à une instabilisation et à des fractions, à des contradictions de la société. Le fascisme, c'est plus que ça, puisque le fascisme, c'est un projet... Yann Chapoutot était là, donc vraiment je parle en toute modestie, je vous renvoie à ce qu'il a certainement dit de façon très, très, très éloquente.
C'est le projet de réinvention d'une société. Hein. On trouve ça beaucoup chez Trump, c'est-à-dire c'est le projet d'une espèce de purge interne pour ressusciter quelque chose qui aurait été corrompu. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un processus de réinvention, et cela suppose, et Trump le fait très bien, de désigner un certain nombre de boucs émissaires. De même, on nous dit que Peter Thiel est un élève de René Girard. Hein. Je pense que le pauvre René Girard, dont il a été l'élève, le pauvre René Girard, en plus sur la question de la valeur mimétique, vraiment, c'est une espèce de mélange, bref. Et donc il y a chez Trump ce désir de fascisation, c'est-à-dire d'emporter l'ensemble du corps social dans un projet militariste. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui moi, m'inquiète particulièrement aux États-Unis en ce moment. Les États-Unis ont toujours été une nation impériale et militariste. Hein, 40 ans de guerre qui se sont terminés par Biden qui quitte l'Afghanistan. Et rappelez-vous que n'a-t-on dit sur l'humiliation du départ des troupes d'Afghanistan. Mais l'humiliation d'occuper des dizaines de pays dans le monde, de faire 1 million de morts en Irak, c'est pas une humiliation. Enfin, j'ai trouvé ça stupéfiant, c'est-à-dire pendant 40 ans, les États-Unis sont en guerre au Moyen-Orient. Ils partent. Ils ne vont pas partir en plus la tête haute, ils ont juste un petit peu fait de la carnage dans le coin, donc ils partent, ça ne se passe pas bien. Et que ne dit-on? Moi je me souviens, la presse entière parlait de l'humiliation, mais quelle honte, les Américains s'en vont et ça ne se passe pas bien. Et peut-être l'une des rares très très bonnes décisions prises par Biden, mais simplement depuis les années 90, les Américains sont en guerre. La militarisation de la police. Vous voyez les images de la police dans les rues des États-Unis ou de la garde nationale, ce sont des tanks, ce sont des Robocop, ce sont des drones. Les drones font la police aujourd'hui. Donc on est, si vous voulez, c'est le mélange entre la tech israélienne, Peter Thiel, qui est le principal équipementier de la police de l'immigration, et l'armement du Pentagone qui est fourni, qui est en surplus et qui est donné au commissariat de police aux États-Unis. Ça se passe comme ça aux États-Unis. Et j'ajoute un système carcéral complètement démentiel au niveau de sa dimension, avec 5% de la population qui est en prison. Enfin, c'est vraiment considérable, 5% de la population mondiale qui est dans les prisons américaines. Donc il y a quelque chose de cette brutalisation de la société américaine qui était déjà là, mais qui s'accélère là beaucoup. En particulier avec cette mise en scène très El Salvador, Bukele, etc., qui est ces agents masqués, habillés en noir, hein, façon ninja, qui arrivent dans la rue, qui enlèvent les gens, et ensuite on filme tout ça et on met sur les réseaux sociaux. Hein, il y a une esthétisation de la violence d'État que Bukele a inventée, hein, parce que vous avez tous vu ces images ignobles de soldats, crâne rasé, les mains dans le dos, rampant comme des animaux à Secot, qui est la prison de haute sécurité du Salvador. Les États-Unis font la même chose. Hein, et si vous regardez les clips promotionnels de recrutement des agents de ICE, qui sont mis par le service, le Homeland Security, Department of Homeland Security, qui a été créé après le 11 septembre, est une agence qui centralise toute la police intérieure des États-Unis. C'est aujourd'hui l'infâme Kristi Noem qui est la présidente, ministre de cette institution. Et c'est cette institution gouvernementale, l'espèce de ministre de la police surpuissant, qui met sur les réseaux sociaux des publicités de recrutement. Ça fait peur. C'est-à-dire vous avez une voix off, les hordes de barbares arrivent, vous avez des images d'immigrés qui arrivent, vous aimez votre pays, votre nation, votre tribu, rejoignez. C'est-à-dire on est dans le recrutement d'extrême droite explicit lyrics. Vraiment, et donc ça donne une idée du type de personne qui va rejoindre le service de la police de l'immigration aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un vaste nombre d'Américains, de jeunes gens, des affiliés, radicalisés sur les réseaux sociaux, etc., sans qualification, qui peuvent demain faire partie des 100 000, 200 000 agents de ICE qui vont patrouiller dans les rues et qui seront des cow-boys fanatisés. Donc là, il y a quelque chose qui se joue. Donc il y a dans cette espèce d'encastrement de la société dans un projet qui est en train de se passer. Alors, pour reciter Gramsci, la réserve, c'est peut-être qu'on est dans une domination sans hégémonie. C'est-à-dire qu'il faut quand même un niveau de consentement. Alors, il y a le consentement passif, les 30%, 35% d'Américains qui suivent Trump parce qu'ils attendent toujours que l'économie revienne, qu'ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés, qu'ils voudraient bien que les femmes se taisent un peu, etc. Mais est-ce que le niveau d'adhésion et de consensus peut aller jusqu'au point où quand vos voisins se font enlever par des hommes masqués à 6 h du matin, vous ne dites rien,
c'est autre chose. On voit que là, la population civile réagit beaucoup aux rafles, que les gens s'opposent, qu'à Chicago, à Washington, à Los Angeles, ça se passe mal. Y compris les évangéliques. Y compris les gens qui, même s'ils sont des tartuffes, ont quand même l'idée qu'il y a des choses qui ne se font pas. Alors que pour Trump, tout se fait. Voilà. C'est peut-être la différence. Juste un documentaire à vous conseiller, si vous ne l'avez pas encore vu, sur Arte, une série de 3 sur les évangéliques à la conquête du monde. Vraiment à voir, si vous ne l'avez pas vu. Et puis un autre sur les guerres de l'Amérique, où en réalité, l'Amérique est en guerre depuis l'indépendance. Guerre de sécession, première, deuxième, Vietnam. Corée, Vietnam, etc. Et l'épisode avec le Qatar qui est quand même étonnant, puisque en fait, Trump leur a garanti leur sécurité avec un traité beaucoup plus fort que l'article 5 de l'OTAN. C'est une espèce de privatisation, en fait. Et du coup, il en vient entre guillemets, à essayer de contrer sur certains points Netanyahou. À la demande du Qatar, suite au bombardement du Qatar par Israël, qui a été un point de non-retour, où les pays arabes se sont rassemblés à l'initiative du Qatar pour faire le premier plan dit plan de paix pour Gaza, qui a été ensuite récupéré par l'administration Trump, relu par l'administration israélienne, littéralement sabordé de toutes les références à l'autodétermination, au droit au retour, etc., pour donner un plan qui est un plan de paix, on l'a évidemment tout de suite vu, mais vaguement un plan de cessez-le-feu le temps que Netanyahou obtienne le retour des otages et puisse, dans la suite, d'ailleurs, il n'a jamais cessé de bombarder, il a continué. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Qataris sont propriétaires de beaucoup d'actifs financiers de la corporation Trump, et que plus encore, il y a un acteur fondamental qui est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui fait preuve d'un soft power extrêmement efficace et agressif vis-à-vis des États-Unis. Et c'est aujourd'hui, on ne le sait pas, l'Arabie Saoudite qui est la première source de financement de la Silicon Valley. C'est-à-dire que là encore, le libertarianisme et le souverainisme américain. Sans l'Arabie Saoudite aujourd'hui, le niveau d'innovation, de spéculation, de IA, de capitalisation qui grimpe les rideaux, etc., n'existerait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un petit écosystème capitalistique autoritaire entre les Émirats, le Qatar et Dubaï, très impliqué dans la tech et très impliqué dans les affaires financières de Trump. Steve Witkoff, qui est son envoyé, est copropriétaire de World Liberty Financial, qui est donc l'espèce de holding financière dont les Qataris ont propriété de Trump, dont les Qataris dans lesquels les Qataris ont une part importante. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, est un ancien de l'industrie immobilière passé dans la gestion d'actifs financiers, lui aussi très très impliqué au Qatar. Donc on est dans un monde de businessmen qui font des affaires, et la diplomatie devient une espèce d'appendice de la négociation d'affaires. C'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça qu'on n'est pas complètement surpris de ce film publicitaire ignoble fait par l'intelligence artificielle sur ce que serait Gaza demain. C'est-à-dire que il y a un point où la dubaïsation de Gaza est certainement quelque chose que beaucoup de gens espèrent. Mais à ce niveau d'obscénité, on ne sait plus que dire. Voilà, si ce n'est que c'est concrètement ce qui est en train de se passer, puisqu'il y a dans les 20 points du plan de paix qui n'en est pas un, le fait que Gaza devienne un protectorat, dont Trump serait le président du conseil d'administration, et le vice-président serait Tony Blair, qui est lui-même à la tête du Blair Institute, qui est lui-même fondé par l'Arabie Saoudite. Enfin bon, on est dans un panier de crabes dans lequel on n'est pas sûr de vouloir mettre le nez. Mais donc l'idée, c'est en effet de faire de Gaza un protectorat sans Palestiniens, avec l'argent de Dubaï pour venir faire des centres commerciaux, et la tech pour éventuellement venir voir. Alors je sais qu'il y a des gisements dans l'océan, au large de Gaza, et peut-être y a-t-il encore quelque chose à piller qui pourrait les intéresser. Enfin, il y a toujours la tech israélienne qui est toujours un client très important des États-Unis. C'est pas rigolo, hein, tout ça. C'est pas très rigolo. Est-ce qu'il y a encore une ultime question, madame, peut-être? Non. Ok. Des notes d'espoir. Des notes d'espoir.
Zoran Mamdani à New York va être élu maire dans quelques semaines. Un musulman qui s'appelle Zoran, dans la ville de Michael Bloomberg et de Cuomo et de la Trump Tower et de Trump qui a fait toute sa vie, c'est pas la révolution, c'est pas le grand soir, mais c'est un petit quelque chose qu'on prend quand même à ce niveau-là. C'est sympa. S'il n'est pas déporté. Trump a dit qu'il voulait qu'il voulait vérifier son statut, le statut de son visa. Mais pas de sa femme. Ah bon? Pas de la femme de Zoran Mamdani? Pourquoi? Non, la femme de... Enfin, comment on l'avait obtenu? Ah oui, d'accord. Plus sérieusement, elle est tchèque, hein, Melania. Slovène. Respect aux Slovènes. On sait qu'elle a commencé à faire du mannequinat aux États-Unis de façon illégale. Elle n'avait pas de statut. Voilà, c'est ça. Mais elle ne sera jamais déportée, de même que Trump vient de mettre fin au programme, à l'essentiel des programmes d'accueil des réfugiés du monde entier, sauf de l'Afrique du Sud. Cherchez la différence. Chinois, Indiens, Égyptiens, Afghans, Nigérians, Afrique du Sud. La différence. Il y a peut-être un truc qui explique. C'est deux poids, deux mesures. Le manga, c'est Make America Gangster Again. Ah oui, ça, alors dans les... We Make America White Again. Non, Gangster. Gangster. Gangster, elle y est déjà. Ouais. On est déjà dans un gangstérisme assez généralisé. La question, c'est quel est le tipping point, c'est-à-dire que à quel moment les Américains vont comprendre qu'il faut une mobilisation collective. Et précisément, peut-être, hein, en vieille marxiste, hein, cette idée du petit propriétaire et de la propriété de la maison, le jour où une nouvelle crise immobilière ou une crise inflationniste ou que la bulle spéculative autour de l'IA qui est inévitable, il y a aujourd'hui ce qui se prépare, une crise du prêt aux automobiles. Deux entreprises qui étaient l'équivalent de Freddie Mae et Freddie Mac, qui était la grande compagnie de garant dernier ressort des prêts immobiliers, avait fait faillite en 2007, et ça avait été le signe avant-coureur de la grande crise financière. Là, la même chose se passe avec l'institution financière qui garantit les prêts à la consommation pour les voitures. Donc, parce que les Américains, je crois que le taux de défaillance au remboursement de la carte de crédit atteint des records. Les Américains ne peuvent plus payer. Donc, il y a un moment sans doute où, pris à la gorge, ces millions d'Américains qui ont voté pour Trump parce que l'économie devenait pour eux telle que c'est une contrainte sur leur vie quotidienne telle qu'ils n'ont pas vu dans Kamala Harris une alternative. Est-ce que, voilà, quel sera le point de non-retour où les gens se diront là, c'est plus possible? Je crains que ce ne soit pas au midterm de 2026. Je crains que 2026, parce qu'ils ont fait beaucoup de redistricting, parce qu'il y a beaucoup de manipulation des cartes électorales, parce que les démocrates sont assez confondants, il faut bien le dire, ce soit encore un peu tôt. Mais qui peut dire que le peuple de la grande révolution américaine ne va pas... On peut imaginer aussi un scénario iranien. D'une révolution comme 79? Non, pas du tout. Ça fait des années que le point de rupture est passé. Et qu'il n'y arrive pas. Ben non, il y a un appareil de répression, un appareil militaire tel que... C'est possible. Il y a de moins en moins d'equity. Vous savez, le secret, c'était de equity. Ouais. Il y a de moins en moins d'equity. Il y a déjà 22 États qui sont en récession officiellement, hein, d'après la Federal Reserve. La récession, elle est... Alors, le problème, c'est que la récession, elle est toujours masquée par une espèce de spéculation autour de l'IA et d'idées que on peut trafiquer les chiffres autant qu'on les veut. Et puis le slogan dans les États sudistes, les 3G, God, Gains and ça Guns. fonctionne encore. Ouais. Ah oui, parce que les gouverneurs républicains font des politiques réactionnaires de rechristianisation, de propagande. Donc Trump est en train de réinstaller les statues des soldats confédérés qui ont été, pour certaines d'entre elles, déboulonnées au moment de Black Lives Matter en 2020. Il fait retirer des musées officiels les références à l'esclavage, à la ségrégation, alors quant au génocide indigène, c'est même pas la peine de l'évoquer. Et les cours d'histoire. Donc on est dans une propagande active. Je pense que c'est même plus que ce que Orban a fait en Hongrie.
C'est-à-dire, on est dans une dénégation totale. C'est-à-dire, c'est la propagande. Les États-Unis sont nés en 1767. Il n'y a pas d'histoire avant. L'esclavage, c'était finalement un accommodement qui convenait à tout le monde. Et l'Amérique n'a toujours été que le grand des justes, etc., etc. Donc, c'est quelque chose auquel les gens peuvent être... Ça, plus les réseaux sociaux, le sens critique n'est pas favorisé. Donc vous allez tous bombarder cette vidéo sur les réseaux, qui va devenir virale. On espère. On va tout faire pour. Il nous resterait du temps, si on pouvait, on parlerait peut-être des conséquences sur le reste du monde et en particulier sur l'Europe, d'une possible instabilisation ou effondrement des États-Unis. Alors, ne faut-il pas d'abord s'interroger sur l'effondrement européen face à l'Amérique de Trump? Ne faut-il pas s'interroger sur la complaisance, sur l'acceptation tacite, sur les petits rires, les tapes dans le dos, les accommodements raisonnables de Madame von der Leyen? C'est inquiétant. Le délit de fascisme, tout simplement. Ah, puis l'acceptation de se faire tordre le bras, d'être exclu des négociations, d'être humilié. Enfin, on en est à ce niveau-là. Et puis, et se conformer aux desiderata, aux exigences, et aller aussi dans le sens de la transition climatique est un problème, l'état social est un problème, il faut être plus productif. Je reviens de Grande-Bretagne, d'ailleurs, où j'ai eu la chance de aller voir à la National Gallery le triomphe de César de Mantegna, qui est assez terrifiant, c'est-à-dire que César, il rapporte essentiellement un butin, c'est un pillard, c'est ce qu'on voit dès la fin du XVe siècle sur les toiles. Mais au-delà de ça, Starmer, qui est censé être du Labour, se contente d'ouvrir grand les bras aux industries du numérique et de l'IA, et il vient de vendre des dizaines de milliers d'hectares de terre pour que les data centers américains viennent piller l'eau. Alors ils ont encore pas mal d'eau, c'est pas l'Espagne, la Grande-Bretagne, mais enfin on est quand même en contrainte hydrique un peu beaucoup en Europe, pour supplier les Américains de venir mettre leur data center parce qu'avec moins de régulation, et tout est à l'avenant. Je crois que la France est aussi dans une même espèce de danse comme ça, des 7 voiles, pour que les big tech viennent et qu'on fasse pareil. Et que... l'Europe se comporte colonisée, contente de l'être, de façon assez dingue, avec des dirigeants ignobles. Pas colonisée, des vassaux. Il n'y a pas la violence qu'il y a dans Oui, des vassaux. C'est une vassalisation volontaire. À cause de son anisme politique. À cause de son anisme politique. Non, c'est faux. Elle n'existe pas politiquement. Parce qu'elle choisit de ne pas exister. D'accord. C'est un plus grand marché du monde. C'est parmi les civilisations les plus anciennes, les plus établies, un État social, une tradition politique, des accords institutionnels, une solidité démocratique. C'est pas flambard partout. Mais par rapport à ce que sont devenus les États-Unis, je pense qu'on aurait des leçons de démocratie à donner. Ah oui, ça s'en Non, mais il n'y a aucun doute. Et au lieu de cela, on s'en excuse. Dès qu'il y a une crise, c'est la débandade. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'Ukraine, on voit... Sur le Covid, c'était pas indigne. Par rapport à ce qu'ont fait les États-Unis, c'était pas indigne. Bon, il y a beaucoup à dire, mais si on regarde les espaces du monde... sur la question de l'instabilité politique, du statut de la démocratie et sur le bien-être collectif, de la Chine à l'Argentine, de l'Égypte au Salvador, l'Europe c'est plutôt pas mal, pour l'instant. Mais moi, ce que j'observe en Europe, c'est que dès qu'un chef d'État s'oppose ouvertement à Trump, comme Sanchez, l'Espagnol, ouais. Tout de suite, il se met à l'attaquer, à le mépriser, à l'OTAN, partout. Et c'est un leader qui s'est directement opposé à lui ouvertement. Eh bien, c'est très bien. C'est comme le président de l'Irlande qui a fait ça aussi, en particulier sur la question de Gaza. Borrell, à un moment, Joseph Borrell a essayé de porter une parole digne. Mais la Norvège aussi, je crois, a aussi reconnu la Palestine. Oui, alors la reconnaissance, c'est encore autre chose. La reconnaissance d'un cimetière, enfin bon, c'est une grande conversation. Hein. Mais
Mais je pense que Sanchez n'a pas démérité, qu'à la différence par exemple du Canada, il n'a pas reculé, il n'a pas fait semblant de faire face pour ensuite négocier. Donc, Non, il est allé à l'OTAN, il a dit nous, en Espagne, on ne va pas enlever l'argent des aides sociales et tout pour l'investir, pour augmenter un 3% du PIB pour l'OTAN. exactement, ouais. Voilà. Alors que la France a parlé de remilitarisation, par exemple, pour complaire. Il y avait l'appui de sa coalition, parce qu'il a une coalition de gauche très fragile. Ah, il est fragile, mais je pense que les Espagnols lui sont gré. Ah oui. D'une forme de rectitude. Oui. On ne joue pas avec l'Espagnol. Mais il a dit ouvertement à Trump, il a dit vous devez l'expulser de l'OTAN. Ouais. Sanchez. Ouais. Il a dit à la Blanche, quand il a eu un Finlandais qui est venu le voir, il a dit vous devez l'expulser. De même qu'il a menacé les membres de la Cour pénale internationale de représailles, que les représentants des Nations Unies sont très régulièrement attaqués, en particulier les représentants sur la question de la Palestine, évidemment, ad hominem, et menacés de mort parfois par les proches de Trump. On appelle ça du bullying. C'est-à-dire. Victoire. C'est ça. C'est se faire tyranniser dans la cour d'école par le petit dur. C'est mafieux. C'est un petit peu mafieux, sauf que il faut insister. C'est un peu comme dans le Nord de l'Orient Express, quoi. Chacun y va de son coup de poignard, donc chacun est un petit peu responsable de ses complaisances personnelles, mais on aimerait que l'Europe en ait fait. Au minimum comme Carney, au minimum comme le Canada, au minimum essayer de rallier la population. On l'a vu, hein, Carney a été élu Premier ministre canadien par réaction de la population. Par réaction de la population face à ce qui a été perçu comme une injure personnelle. On aurait de quoi se sentir très insulté. Ah bah nous, oui. Donc à vous de jouer. Pour rapatrier La résistance européenne est ici dans cette salle. Exactement. Quitte l'ONU à Genève. Oui, C'est une bonne idée. C'est ce qu'il faut faire. Parce que... et le faire présider par Sanchez. Et commencer par pas acheter une Tesla. Il est soutenu. Tesla. Pas acheter sur Amazon. Pas Tesla, pas Amazon Et pas de crypto. et s'informer. Ah bon non, mais ça va sans dire. Cela dit, l'industrie du crypto marche très fort en France. Et c'est pas d'argent. Donc avant d'être tous ruinés, ce serait dommage, c'est des nouveaux emprunts. C'est la plus vertueuse qui a jamais existé. Ouais. On en reste là? On en reste là, les amis. Bon, merci.